Ravi de vous retrouver sur la chaîne Leader, le grand journal. Tout de suite le sommaire. Le prix du gaz butane a connu une baisse au Sénégal. Dans ce journal, la réaction des consommateurs et le point chez les vendeurs. Demain, la communauté mouride rend hommage à Mame Diarra Bousso, maire de Khadimou Rassoul. Nous verrons comment les daïras des femmes préparent l'événement. Le tueur de Toulouse est identifié à 24 ans. Mohamed Merah a sombré dans une dérive fanatique et violente. Il est toujours retranché dans un quartier résidentiel de Toulouse. Bienvenue. Bonne nouvelle pour le consommateur sénégalais. Le prix du gaz butane a baissé. Des acheteurs trouvés dans certains endroits de Dakar s'en réjouissent, même si certains boutiquiers n'ont pas encore appliqué les nouveaux prix. Diana Badia fait ici le constat. Le prix du gaz butane connaît une baisse. La bouteille de 6 kg la plus demandée par les consommateurs passe de 4060 francs à 3700 francs CFA. La baisse annoncée concerne toutes les bouteilles de gaz. Je suis un distributeur de gaz, le prix du gaz a baissé. La bouteille de 6 kg doit coûter maintenant 3700 francs, celle de 3 kg 1670 et enfin celle de 12 kg 7900 au lieu de 8650 francs. Vous savez, le gaz a diminué depuis lundi et on a commencé à appliquer le nouveau tarif. Ce qui fait qu'actuellement, on vend la bouteille de 6 kg à 3700. Face au prix élevé du gaz, certains consommateurs étaient obligés de se rabattre sur le charbon. Cette baisse annoncée sur le prix de la bonbonne de gaz est saluée par les Sénégalais. Et dans la même foulée, ils demandent au gouvernement d'aller plus loin. Le prix du gaz a baissé et c'est une bonne nouvelle. Et nous demandons au gouvernement de faire la même chose pour les autres denrées de première nécessité. C'est tout ce que nous voulons. Toutefois, certains boutiquiers n'ont pas répercuté la diminution sur le prix de vente et une partie des consommateurs continue d'en faire les frais. Je suis une grande restauratrice et j'utilise beaucoup le gaz. Actuellement, j'achète la bouteille de 6 kg à 4300 voire 4500. Je n'ai pas senti la baisse. Mais si le prix diminue, ça c'est vraiment une bonne chose. Ceux qui amènent ici le gaz, eux aussi n'ont pas diminué. C'est pour cela nous aussi, forcément, nous ne pouvons pas diminuer. La baisse du prix du gaz vient ainsi à son heure et les consommateurs disent espérer une réduction des prix de toutes les denrées de première nécessité. La consommation massive des produits locaux, le riz local par exemple, est de plus en plus prisé. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre d'une ménagère qui préfère le riz de la vallée pour son thiéboudion, entendez, riz au poisson. Ndefama Gaye donne les raisons de sa préférence dans ce reportage de Youssouf Kaba. Quand Ndefama quitte son domicile pour se rendre au marché, il y a très peu de chances qu'elle se trompe d'adresse. Marché Grand Yoff, c'est là que se trouve son habituel fournisseur. Mabigaï, commerçant de son état, met l'accent sur la promotion du riz local. C'est prisé par la population sénégalaise. Parce qu'au début, c'est vrai que les gens ne le connaissaient pas, mais actuellement, la demande est forte. On va vendre quand même chaque jour 15 à 20 sacs par jour, quoi. C'est intéressant par rapport au début, quoi. Parce qu'on vendait que 2 sacs à 3 sacs. Maintenant, on arrive à vendre 15 à 20 sacs par jour. C'est intéressant, quoi, quand même. En ce contexte marqué par la flambée des prix des denrées de première nécessité, notamment celui du riz qui a atteint des records encore jamais connus, il est recommandé de revoir les habitudes pour juguler la situation. Ndefama l'a compris et c'est ce qui explique ses choix après avoir fait le tour des étals. Ces légumes sont frais et se conservent mieux. Tout ce qui entre dans la préparation de mon thiéboudion provient du pays. C'est mon choix, c'est plus économique. Le panier bien garni, Fama peut maintenant rentrer tranquillement et préparer le thiéboudion que toute la famille attend. Un plat à base du riz de la vallée. Je suis agriculteur. J'ai cultivé cette variété de riz. J'en sais quelque chose sur ses qualités. Il est très bon,
Mais encore faudrait-il qu'on sache en faire bon usage. Aucun doute en tout cas sur les prédispositions de Fama à régaler les membres de sa famille. Une véritable cordon bleu qui a pourtant des attitudes bien ordinaires. Mon secret, c'est les produits locaux. Le riz de la vallée que nous consommons ici depuis plusieurs années présente beaucoup de vertus. C'est vraiment facile à préparer et heureusement que tout le monde le préfère par ici. Au marché, il n'y a pas mieux que les produits locaux. D'abord, ils sont beaucoup moins chers et ils présentent des qualités favorables à une bonne santé, contrairement aux produits importés. Faites donc comme elle, économisez en consommant local. Une attitude qui vous soulage sans doute face à cette crise qui sévit partout. Notre reporter ne s'est pas limité à son reportage, il a aussi goûté au bon plat de Ndeye Fama. Rencontre entre le secteur privé sénégalais et l'agence de régulation des marchés publics. C'était hier à la Chambre de commerce de Dakar. Le patronat en a profité pour mieux connaître les missions de l'ARMP. Ibrahim Ndong. Créée en avril 2007, l'ARMP est une autorité administrative indépendante. Elle est dotée d'une autonomie financière de gestion. L'ARMP a pour mission d'assurer la régulation du système des marchés publics, la neutralité et la transparence. La transparence est un élément essentiel, fondamental dans le domaine de la régulation. Il est clair que pour notre pays, pour tous les pays d'ailleurs, on ne peut assurer un développement harmonieux, équitable du pays s'il n'y a pas une transparence. La transparence permet aujourd'hui, dans le cadre de l'octroi des marchés publics, de s'assurer que ceux qui ont fait les meilleures soumissions, les meilleures offres, sont assurés de remporter donc les marchés pour lesquels ils ont soumissionné. Cette rencontre a été une occasion pour le secteur privé de décliner quelques doléances. Elles sont relatives pour l'essentiel au renforcement de capacité des acteurs du privé. Avec cette visite que l'ARMP a faite aujourd'hui à la Chambre de commerce, plus fort, nous avons voulu que ça soit dans les autres régions qu'on fasse la même chose, parce qu'il y a d'autres opérateurs économiques là-bas. Comme vous le savez, le président de la Chambre de commerce de Dakar est le président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. Donc il représente toutes les autres chambres. Donc il ne faut pas que les gens restent seulement à Dakar. Il faut qu'on aille vers les autres chambres pour leur faire le même exposé, pour que les gens puissent connaître ce que l'ARMP peut faire pour eux. L'autorité de régulation des marchés publics est composée de 9 membres. Ils sont issus de l'administration du secteur privé et de la société civile. Il convient aussi de préciser que toutes les décisions sont prises d'une manière collégiale. Il y a des organismes nuisibles à certaines semences. Il est question de les combattre en Afrique de l'Ouest. Des experts se réunissent pour arrêter et valider la liste de ces organismes nuisibles. C'est dans le cadre d'un atelier qui se tient à Dakar. Maman Moussagna a assisté à l'ouverture des travaux. Après Accra, qui a été consacré à la validation du cadre réglementaire pour la production et le commerce des semences en Afrique de l'Ouest, Bamako, qui s'est appesanti sur la facilitation des opérations d'importation et d'exportation des semences, l'atelier de Dakar vient lui actualiser la liste des organismes nuisibles de quarantaine des semences, un acte majeur pour une bonne sécurisation des semences. Nous devons veiller à sécuriser la semence. Et certaines semences coûtent très très cher, c'est ce qu'on appelle des hybrides. Et si vous importez des hybrides, et si vous n'avez pas la sécurité au niveau officiel pour vous garantir que ces semences sont indemnes, vous pouvez aussi avoir des problèmes. La rencontre de Dakar réunit entre autres des techniciens experts de l'agriculture, des producteurs, des chercheurs, des maraîchers. Ils ont pour principale mission de lister et de valider les organismes nuisibles des semences, une façon de préserver l'environnement végétal sénégalais. Il faudrait donc maintenant juste actualiser pour que ça soit un véritable outil de travail pour les inspecteurs qui doivent un peu veiller donc à la préservation de notre patrimoine végétal. Pendant les 2 jours de la rencontre, les participants à cet atelier vont ainsi produire un document de qualité. Il facilitera surtout l'application des mesures phytosanitaires. Le document que nous allons valider pendant ces 2 jours constitue donc un outil précieux pour les services de contrôle, en ce sens qu'il permettra
de renforcer leur capacité d'appréciation et de prise de décision, faciliter un commerce sans risque en améliorant donc la transparence et faciliter également l'application des mesures phytosanitaires, notamment les inspections. Un comité de veille mis en place va assurer le suivi des décisions de la rencontre de Dakar, une contribution du Sénégal à l'élaboration d'une liste globale des organismes nuisibles de quarantaine pour les États membres de la CEDEAO, du CILS, de l'IMOA. Les conflits entre agents des parcs nationaux et populations se font de plus en plus rares. L'explication se trouve dans le fait que le Sénégal a su créer une sorte de zone tampon. Il s'agit des réserves naturelles communautaires régies par des normes. On en trouve à Tambacounda et à Toubacouta. On les découvre dans ce reportage de Aramdaou. Aux abords de parcs nationaux comme celui du delta du Saloum, des espaces ont été attribués aux populations. On les appelle réserves naturelles communautaires. À Toubacouta, on en dénombre 5 d'une superficie totale de 2000 hectares. Beaucoup sont formés de savanes et de mangroves. Elles permettent de diminuer la pression qu'exercent les populations sur les écosystèmes. Le parc national delta Saloum, c'est le cœur de la réserve de biosphère. Et c'est là où se trouve l'essentiel vraiment des richesses biologiques qu'il faut encore sauvegarder. Donc il fallait donc nécessairement créer une sorte de zone tampon. La création de RNC répond à certaines normes. Les populations doivent d'abord manifester le désir d'en avoir. Sur délibération des communautés rurales, des espaces sont ensuite affectés. Un plan d'aménagement et de gestion est alors rédigé par les autorités de la localité. Celle-ci bénéficie de l'appui du programme de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal. Le PJS a même réussi le transfert de la gestion aux populations elles-mêmes. C'était une expérience et c'est une expérience qui a réussi parce que si je prends l'exemple de la réserve naturelle de communauté de Nemaba, depuis que les populations ont pris en charge sa gestion, la réserve ne brûle plus. Alors que chaque année ça brûlait. On a constaté, chaque année les populations se mobilisent pour ouvrir des pare-feux. Reboisement et vive ouverture de pare-feu, les actions menées au sein des RNC sont multiples. À Tambacounda, le PJS encourage la plantation de bambou, entre autres activités. Et ce bambou-là commence à être rare au niveau du milieu. C'est-à-dire que aussi bien dans les terroirs qu'au niveau de la RNC. Et c'est ce qui nous a amené à aider les populations sur les sollicitations, donc à mettre en place des parcelles de bambou. Dans certains villages de Tambacounda, comme Djennou-Diala par exemple, le bambou est la matière première des habitations. Ici, on apprécie sa promotion. Le bambou est à la fois utile pour Djennou-Diala et pour le reste du Sénégal. Les gens viennent de partout pour en chercher, même du Fouta. On en fabrique des lits, des haies pour le maraîchage entre autres. La surveillance de ces RNC qui procurent tant aux populations est confiée à des écogardes. Ceux-ci travaillent de manière bénévole. En contrepartie, le PJS les appuie à travers des activités génératrices de revenus. C'est ça, aviculture et apiculture. Bon, avec le crédit mutuel, ils nous ont donné d'abord chaque écogarde de 100 000 francs. Et on rembourse ça. Ils nous ont donné des vélos pour mieux faciliter le travail. Sur le plan matériel aussi et investissement, c'est eux qui nous ont appuyés à vraiment concevoir ce campement écotouristique qui est en gestation d'ailleurs, parce que notre quorum, c'est d'atteindre 21 cases plus un restaurant typiquement africain. Pour la conservation et la préservation de la biodiversité, l'astuce est donc trouvée. À Toubacouta, on dénombre déjà le retour de 35 espèces qui avaient disparu. La régénération se fait également le plus naturellement possible dans les RNC.
L'État du Sénégal est aidé en cela par le PNUD et le FEM. Ramdao, merci. Marseille a abrité du 12 au 17 mars dernier le Forum mondial de l'eau. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a pris part à cette rencontre internationale. Voici le haut commissaire de l'OMVS. Il revient sur les enjeux et perspectives de la participation de l'institution qu'il dirige. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Diallo. À ce stade, 69 organismes et agences de bassin l'ont signé et qui représentent 33 pays en une seule journée. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Que dit le pacte? Il dit l'enjeu, c'est qu'il faut une meilleure gestion de la ressource en eau pour prendre en compte tous les défis qui lui sont associés, que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont un peu au cœur des préoccupations humaines. Il essaie aussi d'indiquer des principes. Principe de solidarité, principe de coopération, principe de dialogue, principe aussi d'une meilleure démarche inclusive qui permette à chacun des acteurs de se sentir participer à la construction d'une solution au niveau d'un bassin de données. Et donc en fixant ces repères-là, il indique aussi un chemin. Voilà le chemin qu'il doit falloir entreprendre. Et ce chemin-là est d'autant plus cohérent qu'il intègre à la fois l'échelle locale, bien sûr, il intègre l'échelle nationale, et puis une échelle transfrontalière. Et c'est ça l'enjeu de ce pacte-là, et je pense que c'est l'un des principaux acquis, l'un des principaux engagements du 6e Forum mondial de l'eau, dont le fil conducteur, encore une fois, c'est le Forum des solutions. Tout ce qui est écrit dans ce pacte, comme je l'ai dit, découle des expériences réussies. Et donc nous, on est déjà un bon élève dans le cadre de l'application de ce pacte-là, avec d'autres. Il y a les agences françaises, il y a ce qui se fait au niveau de l'Amérique latine, il y a l'esquisse d'une nouvelle démarche en Asie, il y a le réseau euro-méditerranéen, il y a le réseau européen. Donc l'ensemble de ces réseaux-là participent de cela comme de nous, et donc ça c'est un acquis important. Le round 11 du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida a été suspendu. Cela se traduira par moins de ressources allouées. C'est le chargé de programme de l'Alliance nationale contre le sida qui le révèle. C'était en marge d'une session de formation en faveur des élus locaux et des acteurs communautaires sur le leadership. Omar Diaw. Cette première session de formation à un leadership transformationnel organisée par l'Alliance nationale contre le sida a regroupé un large éventail d'acteurs de la lutte, dont des leaders communautaires et des élus locaux. Cet atelier que nous organisons aujourd'hui est un atelier qui entre dans le cadre du processus de renforcement des capacités des organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre le sida. Il s'agit de renforcer les leaders communautaires pour leur meilleure implication dans la lutte contre le sida. Le leadership transformationnel vise le développement de savoir-être pour des changements significatifs. Si leadership suppose parler, écouter, agir, être et savoir diriger, transformation signifie se départir d'une manière automatique de se comporter. Nous voulons faire retourner le cours de l'épidémie du VIH, et pour cela on a besoin de certains outils, qu'on dirait des distinctions qui vont nous permettre d'aller au fond des choses, pour changer, de regarder autrement ce que nous sommes en train de faire et de faire mieux par rapport à ça. Les outils utilisés reposent sur l'intelligence émotionnelle et les conversations de leadership. Quant à la pédagogie, elle a été axée autour de travaux de groupe et du partage d'expériences. Cette session du round 9 du Fonds mondial arrive dans un contexte de suspension du round 11. Si le fonds commence maintenant
à ne plus pouvoir mobiliser les ressources nécessaires, les ressources financières nécessaires pour appuyer les pays, à long terme, nous allons commencer effectivement à avoir des difficultés à répondre à l'ensemble des besoins des personnes vivant avec le VIH et les besoins des communautés face au VIH. Des mécanismes alternatifs doivent être trouvés pour consolider les résultats encourageants du Sénégal. Continuer à soutenir la lutte contre le sida pour que les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent puissent quand même faire en sorte que ce fléau-là puisse considérablement être réduit. Ce programme se propose de générer une transformation individuelle des participants et s'étendre à leur communauté ou organisation. 2 autres sessions sont prévues en mai et en juin. Actualité internationale, le tueur de Toulouse est connu, il s'appelle Mohamed Merah, il a 24 ans. La France vient ainsi de découvrir qu'un de ses enfants a pu sombrer dans une dérive fanatique et violente. Il est toujours retranché dans un quartier résidentiel de Toulouse. Voyons ce qui s'est passé sur place ces dernières heures. Les policiers du raid ont bouclé le quartier depuis 2 heures lorsque tout à coup, une rafale d'armes automatiques retentit. Le suspect numéro 1 vient d'ouvrir le feu sur les policiers qui tentent de l'interpeller. Dans les appartements voisins, les habitants sont terrorisés. On ne sait pas ce qui se passe, il y a des bruits de coups de feu, il y a des bruits de monsieur qui lui parle. Et il ne veut pas se rendre maintenant, il faut venir le chercher. Juste au demi-palier au-dessus. L'intervention a lieu ici, dans un quartier tranquille, à seulement 4 km du lieu de la tuerie d'il y a 2 jours et quelques centaines de mètres du premier assassinat. Le tueur présumé habite au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. Vers 3 h du matin, le raid pénètre dans le hall, coupe le gaz et depuis les parties communes, glisse un détecteur de présence qui scanne la pièce et donne aux policiers une information essentielle. Le suspect est seul. Seul, mais lourdement armé. Il ouvre le feu à travers la porte d'entrée au moment où les policiers essaient de l'enfoncer. Les tirs blessent 2 membres du raid, très vite évacués vers l'hôpital le plus proche. Il est 6 h du matin. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, se présente devant la presse pour un premier point très attendu. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, il paraît que la mère du suspect est là. Il y a des négociations? La mère du suspect a été effectivement amenée sur les lieux. Il lui a été proposé de prendre contact avec son fils. Je leur ai donné, elle n'a pas souhaité entrer en contact avec son fils, indiquant qu'elle n'avait guère d'influence sur lui. Ce sont alors les négociateurs du raid qui entrent en scène. À chaque fois, c'est avec précaution qu'ils rentrent dans l'immeuble, bouclier à la main. Le dialogue est établi. Le suspect accepte de rendre une de ses armes en échange d'un téléphone pour communiquer avec eux. Disons que tout va être mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faut prendre tout son temps et faire en sorte que l'individu soit à disposition et en capacité de se rendre et de se laisser interpeller pour être présenté à la justice. Dans le même temps, les policiers inspectent les alentours, comme le montrent ces images amateurs. Entendu tirer ? Ouais. Ils perquisitionnent les parkings et les caves environnantes. Ils vont ainsi trouver le scooter blanc qui aurait servi à commettre les crimes. Sur les indications du tueur, ils retrouvent également une voiture de location, une Mégane grise, garée à proximité de son domicile. Des artificiers ont fait sauter les vitres. À l'intérieur, ils trouvent un arsenal de guerre. Notamment un revolver, un fusil à pompe, un Uzi, des munitions. Il avait aussi loué un véhicule Clio qui est activement recherché et dont tout porte à croire qu'il contient aussi un certain nombre d'armes et de munitions. Dans l'immeuble, le tueur présumé est de plus en plus nerveux. Les policiers décident alors d'évacuer les autres habitants. Une opération délicate. Les pompiers utilisent des échelles et parfois une nacelle vertigineuse pour récupérer ce qui se trouve dans les étages. Les hommes du raid s'assurent ensuite que personne ne manque à l'appel. Des habitants regroupés dans un bus spécial et mis en sécurité dans une caserne de la ville. Ce soir, tout semble calme autour du bâtiment. L'intervention du raid dure depuis plus de 17 heures. L'actualité africaine sous forme de brèves illustrées et nous démarrons par la Mauritanie avec les autorités libyennes qui demandent l'extradition d'Abdallah El Semoussi. La Mauritanie continue d'examiner les demandes d'extradition d'Abdallah El Semoussi, l'ex-pilier du régime Kadhafi.
Les autorités ont annoncé qu'elles prendraient tout leur temps avant de se décider. Une réponse adressée aux demandes de plus en plus pressantes. La Libye a notamment dépêché un avion sur le sol mauritanien dans l'espoir de précipiter une décision. La délégation est repartie les mains vides, mais annonce dans la foulée avoir obtenu gain de cause. Abdallah Al-Senoussi est également réclamé par la France et la Cour pénale internationale. Les autorités nigériennes ont annoncé l'arrestation de l'ancien chef du MNJ, la rébellion Touareg qui a sévi au Niger entre 2007 et 2009. Agali Alambo est inculpé pour association de malfaiteurs. Il vivait en Libye depuis la fin de la rébellion puis était rentré au Niger en septembre 2011 en compagnie de généraux libyens proches du pouvoir déchu. L'ex-premier ministre de Guinée-Bissau, Carlos Gomes Jr., arrive en tête du premier tour du scrutin présidentiel, selon les premiers résultats, avec 48% des voix. Il affrontera l'ex-président Koumbayala, mais ce dernier et 4 autres candidats de l'opposition dénoncent un scrutin entaché de fraude et demandent son annulation, faisant redouter de possibles violences. Les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO avaient qualifié le scrutin de libre et transparent. Salva Kiir en visite à Bruxelles. Le président sud-soudanais a été accueilli par les responsables de l'Union européenne dans une tentative de faciliter le dialogue intersoudanais. En question, le différend pétrolier, le Sud a cessé ses activités pour protester contre les prélèvements effectués par le Nord. Dialogue également pour venir en aide aux 100 000 déplacés par les conflits tribaux dans la région. Retour chez nous pour parler de la qualité de l'enseignement supérieur qui préoccupe tous ces acteurs. Une importante rencontre s'est ouverte ce matin à Dakar. C'est pour renforcer l'assurance qualité des enseignants du supérieur. Ils ont 2 jours pour réfléchir sur les enjeux stratégiques pour améliorer l'efficacité des établissements. René Léon Fonseca. L'assurance qualité au cœur de la réflexion. Il s'agit pour ces professionnels de l'enseignement supérieur de mettre en place des stratégies de gestion et d'améliorer l'efficacité des établissements dans un contexte où le taux d'échec est très important. Surtout pour les 2 premières années, ce qui fait qu'il nous faut inventer des stratégies de garantie et de gestion de la qualité, et stratégie qui est devenue d'autant plus urgente que le référentiel d'enseignement a été changé. Nous sommes maintenant dans le système LMD. L'assurance qualité, c'est tout un processus qui permet aux institutions éducatives en général, mais surtout universitaires, d'améliorer l'offre et de tenir compte des exigences de la demande. Tenir compte des exigences de la demande et pourquoi pas aller au-delà, c'est-à-dire améliorer le management des institutions, les performances des étudiants entre autres. En plus de renforcer ses capacités, à travers des rencontres avec des experts provenant des structures d'assurance qualité de la sous-région et d'ailleurs, vos travaux contribueront, j'en suis sûr, à améliorer nos processus clés pour faire accroître la satisfaction de nos clients internes et externes. 2 jours de rencontres et d'intenses réflexions avec à la clé des conclusions pertinentes pour un système d'enseignement supérieur de qualité. Le droit, la politique et l'économie enseignés à une trentaine de femmes de la banlieue dakaroise. C'est une initiative de l'organisation Éducation et Développement de l'Enfant. La formation vise le renforcement de capacités des femmes des collectivités locales. La finalité est de concrétiser l'autonomisation de la femme, nous dit Claire Diop. Ces échanges ont réuni pendant 2 jours une trentaine de femmes leaders de la banlieue de Dakar. La manifestation est une première dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes pour un développement durable. L'atelier vise le renforcement de capacités des femmes. Elles demeurent encore marginalisées, d'où leur faible représentation et responsabilité au niveau des instances de prise de décision, surtout au plan local. L'objectif spécifique de l'atelier et vise à renforcer ces 30 femmes et en connaissance en droits humains en particulier et en droits politiques et économiques pour une démocratie active et citoyenne, pour une meilleure implication aussi des femmes dans la gestion de leurs affaires locales. Le processus de conquête des droits des femmes, en particulier politique et économique, est déjà enclenché. Pour cette phase pilote, des collectivités locales de la banlieue sont concernées.
10 collectivités locales de la zone périurbaine de Dakar, 5 communes de Guédiawaye, 4 de Pikine et une de Rufisque. La finalité d'ici la fin de 2012, 1500 femmes des 10 collectivités locales, leur connaissance soit améliorée en droit politique et économique pour un leadership durable. Durant l'année 2010, l'organisation Eden a eu à former 300 femmes sur les droits de l'enfant et le genre. Au terme de ces rencontres, le réseau des femmes marraines de l'Eden pour la protection de l'enfant est né. L'ambition est de lutter contre toute discrimination liée à des préjugés socio-culturels relatifs au genre. Ce faisant, les femmes devraient avoir de meilleures conditions de vie. Claire Diop, au Sénégal, les femmes s'illustrent dans plusieurs domaines. Les femmes des Daïra Mame Diarra Bousso, par exemple, s'investissent pour une bonne tenue du Magal de Porokhane. Celles de Touba sont en première ligne. Elles ont acheminé des vivres et plusieurs autres produits à Porokhane. Abibou Maï nous donne les détails. Mobilisation des grands jours pour rendre hommage à Sokhna Mariama Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. À la veille de ce grand événement religieux, elles sont nombreuses, les femmes musulmanes en général et mourides en particulier, à procéder à des dons pieux de leurs valeurs vestimentaires les plus chères jusqu'à leurs bijoux pour magnifier la Sainte Diaratoula, la voisine de Dieu. L'initiative émane d'une de ses petites filles, en l'occurrence Sokhna Mame Issa Mbacké, Bint Serigne Modou Fatou Khary Mbacké, de Serigne Massamba Mbacké. Une manifestation qui s'est tenue dans la ville sainte de Touba et regroupe 70 associations de femmes communément appelées Daïra Ahlou Café, Porokhane. Il s'agit pour ces femmes de tourner le dos à toutes les mondanités et de se consacrer au service exclusif de Mame Diarra Bousso. Ainsi, des vivres de toute nature, riz, huile, tomates, mil, sont collectés volontairement pour que le séjour à Porokhane se fasse sans problème. Dans son adresse, Sokhna Mame Issa Mbacké n'a pas manqué d'exhorter les femmes de tous bords qu'elles puissent être, de prendre en référence Mame Diarra Bousso pour inscrire leurs actions de tous les jours dans le droit chemin, pour pouvoir impétrer l'agrément de Dieu, le seul bénéfice qui vaille ici-bas et dans l'au-delà. Abibou Mbaye, le Magal de Porokhane est prévu demain. Nos équipes sont déjà sur place pour faire vivre les temps forts de cet événement religieux. Week-end d'évangélisation des femmes catholiques. La 19e édition s'est tenue à Kaolack. Pendant 2 jours, les femmes Jeune Espérance ont invité les fidèles catholiques au respect des enseignements de l'Église. Ibrahim Ndong. Elles sont nombreuses les délégations qui ont effectué le déplacement pour assister à ce week-end d'évangélisation des femmes catholiques dans le Saloum. C'est l'objectif, inviter les fidèles chrétiennes à faire des enseignements du Christ en viatique de tous les jours. Pour la circonstance, seules ces pages noircies aux paroles divines seront à l'honneur. Pour recevoir de Dieu, c'est pas difficile. Il fait soleil, ceux qui sont au soleil reçoivent du soleil. S'il pleuvait, ceux qui sont sous les toits ne recevront pas la pluie. Pour recevoir du soleil, il faut être sous le soleil. Il faut aller vers le soleil. Pour recevoir de la pluie, il faut aller sous la pluie. Pour recevoir de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut aller à Dieu. La plupart d'entre elles ont parcouru des centaines de kilomètres sous la chaleur, une distance qu'elles ont convaincue grâce à leur amour pour le Christ. Quand on a le courage de venir prier, de retourner et de revenir encore, c'est parce qu'il y a quelque chose. Cette chose-là, c'est que je sens mon Seigneur, je sens ma foi dedans, je me vois en tant qu'enfant de Dieu et j'ai toujours envie de m'exprimer devant Dieu. Donc là, c'est le moment de m'exprimer avec mes frères et sœurs, partager cette joie. Nous pouvons manquer de tout, mais nous ne pouvons pas manquer de Dieu. Dieu, il y a beaucoup de bonheurs qui nous sont proposés. Le bonheur peut être matériel, il peut être spirituel. Quelqu'un qui étudie et qui a un succès à un examen, il éprouve une grande joie. Mais la chrétienne qui grandit dans la connaissance de Dieu éprouve une joie infiniment plus grande que toutes ces joies que nous venons de nommer. Autre temps fort de ce week-end d'évangélisation, le oui de la Sainte Marie. Facile à prononcer, mais plein de signification. Beaucoup de gens se posent des questions sur la pertinence de ce oui. Mais je crois que si ce oui n'était pas important,
si ce oui n'avait pas de valeur, s'il n'y avait pas le lieu, le choix de dire un non, le oui n'aurait pas de valeur. À chaque fois, elle redisait oui. À chaque fois qu'elle traversait une situation difficile, quand elle a amené le bébé à Jérusalem, au temple, pour le présenter au Seigneur, elle a rencontré le Siméon qui lui a dit qu'un glaive de douleur lui transpercerait le cœur. À ce moment, elle a encore dit oui. Jeune Espérance est une organisation de la communauté catholique d'évangélisation. Elle a été créée en 1994 avec comme principale mission œuvrer pour le rapprochement des fidèles de l'Église catholique. À présent, lecture de ce communiqué qui nous vient du président de la Cour d'appel de Dakar. Il est porté à la connaissance des candidats à l'élection présidentielle du 25 mars 2012 que les travaux de la Commission nationale de recensement des votes démarreront le lundi 26 mars 2012 à 16h à la salle de réunion de la Cour d'appel de Dakar. C'est un communiqué donc du président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement. Georges Brassens, ressuscité le temps d'une soirée. Un hommage mérité a été rendu à cette grande figure de la musique française des années 60-70. C'était à l'Institut français Léopold Sédar Senghor. Le show a été assuré par Awadi et ses amis. Retour sur les temps forts de cet événement inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine de la francophonie avec Aram Daoua. Un voyage dans le temps et dans l'œuvre du grand Georges Brassens. Le pari est donc gagné. Awadi et ses amis ont réussi l'inimaginable. Sauf les aveugles. Sauf les aveugles. Quand même pas évident d'interpréter Brassens, et là je veux dire que j'étais agréablement surpris. Ils ont très bien porté les textes, très bien porté la musique. Ils se sont appropriés Brassens. C'est vraiment ce qu'on attendait de mieux. Musicien, interprète, poète, anarchiste et libertaire, Brassens est présenté comme un génie de la chanson francophone. L'interpréter était pour Awadi un challenge des plus excitants. C'est pas forcément ma génération, c'est plutôt la génération de ma mère qui aimait beaucoup ça, et donc je me suis dit c'est un challenge, ça va faire plaisir à ma mère que je le fasse, et puis musicalement aussi je vais beaucoup apprendre parce que c'est un super compositeur, les textes aussi sont extrêmement pointus, donc et puis c'est un peu un anarchiste, un rebelle aussi, donc je me sens vraiment dans son œuvre, quoi. Il a relevé le défi, il a pris plein de jeunes avec lui, des jeunes et des moins jeunes, avec le secours de grands anciens, de grands musiciens comme Chertilian Tal pour quand même assurer une structure musicale derrière. Mort il y a plus de 30 ans, l'artiste a laissé derrière lui un répertoire qui accroche toujours. Émouvant, participatif, emballant et très dynamique. Bravo. C'était magnifique, je pense que c'est un truc à refaire. Je connais très bien d'ailleurs les années 80, comme je disais. Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid ou chaud. Le groupe des amis de la francophonie voulait offrir ce cadeau aux mélomanes et à tous les amoureux de Brassens. Georges a été bien ressuscité le temps d'un spectacle tropicalisé. Ce sont ces notes des années 60 qui mettent fin à ce journal. Tout à l'heure, retrouvez Seynabou Diop Sow pour le journal de la campagne. Juste après, vous avez rendez-vous avec Omar Ning. Ne l'oubliez pas, c'est dans le magazine Parlons Programme. Et puis dans la soirée, en deuxième partie de soirée, Pape Biram Biguendiaï vous sert le journal du soir. En attendant, nous vous remercions de choisir la chaîne leader. Bonsoir.